Encore quelques... Bon, donc nous allons commencer cette dernière table ronde de ces 2 jours intitulée Changer l'économie. Et j'aurais tendance à dire qu'on termine parfois par ce qui est le plus important, puisque de fait,
on a beaucoup parlé finalement de la mécanique du capitalisme, de ce qu'il y a sous le capot, etc. Mais finalement, on ne s'est peut-être pas beaucoup interrogé sur, au fond, les fins dernières de l'économie et en fait, de ce qui est en cause aujourd'hui dans les risques auxquels nous sommes confrontés du fait de la façon dont fonctionne cette économie, au-delà des dérèglements qui sont les siens. Et donc, il nous a semblé nécessaire, à Alternative économique et au Champ Libre, dans l'organisation de ces 2 journées, d'avoir naturellement une table ronde qui se posait la question du modèle de développement que nous devons mettre en œuvre face à la crise écologique. Donc, pour en parler avec nous, j'ai la chance d'avoir d'abord Alain Lipietz, qui est un vieux, je dirais, proche du magazine, on peut dire, qui est, bon, on va résumer rapidement, qui est à la fois économiste et qui a en même temps été député européen, donc ELV, et qui a écrit de très nombreux ouvrages, mais parmi les derniers qu'il a écrits et qui sont au cœur de notre sujet, il y a en particulier le Green Deal, qui est sous-titré La crise du libéral productivisme et la réponse écologiste, qui a été publié cette année, et face à la crise, l'urgence écologiste. Et bon, je crois que tu as réédité également au Petit Matin récemment ton bouquin de Qu'est-ce que l'écologie politique, qui est vraiment un bouquin à mettre entre toutes les mains. Bon, qui n'est pas présenté dans la liste, mais que je vous recommande chaudement. Et puis, à la gauche d'Alain Lipietz, nous avons Hervé Kempf, qui est journaliste, qui est aussi engagé de longue date sur la question écologique, puisque moi je l'ai connu il y a très longtemps, à l'époque où il animait un magazine sur le sujet. Maintenant, il est journaliste au Monde. C'est pas en tant que journaliste au Monde qu'il est là, d'ailleurs, ça sera en tant que journaliste engagé sur ces sujets, qui vient d'écrire L'oligarchie, ça suffit, vive la démocratie, et un autre bouquin, il y a 3 ans, Pour sauver la planète, sortir du capitalisme. Et puis il avait écrit un peu plus tôt, et il se retrouve en livre de poche aujourd'hui, un bouquin, là aussi, je dirais, qui est facile d'entrée, dont le titre est vendeur, mais qui est en même temps très, très parlant par rapport au thème dont on va discuter aujourd'hui, qui s'appelle « Comment les riches détruisent la planète ». Alors, comme vous avez remarqué, pour l'instant, ce n'est que l'ombre d'Hervé Kempf qui est là, parce qu'il n'avait pas d'hélicoptère sous la main, bon, comme d'autres figures du mouvement écologiste, mais il vient en voiture de Notre-Dame-des-Landes, où il était en reportage. Donc ça, je pense, voilà. J'étais sûr de mon coup. J'étais sûr de mon coup, il y avait au moins un peu d'applaudissements, donc je pense qu'il sera pardonné, ça prouve qu'il est impliqué aussi dans des enjeux qui tournent autour des questions écologiques en France aujourd'hui. Donc il doit nous rejoindre normalement, m'a-t-il promis, à 5h15, c'est pour ça que je traîne un peu dans ma présentation. 5h15, ça veut dire 5h30, bon, on va s'adapter aux circonstances. Alors, dans la question du modèle de développement et dans la question de tout ce qui tourne autour du verdissement de l'économie, on est quand même dans un sujet où il y a beaucoup de malentendus. Parce que je pense qu'aujourd'hui en France, il n'y a plus grand monde pour dire les questions écologiques, c'est un faux problème, c'est pas une question, tout doit continuer comme avant. Non, plus personne ne dit ça. En revanche, quand on utilise le terme d'économie verte, on a quand même pas mal de malentendus. Il y en a certains pour lesquels ça correspond uniquement à un compartiment particulier de l'économie. C'est-à-dire, en gros, plus on fait de déchets, mieux c'est, parce qu'il va falloir les ramasser et ça va faire monter les valeurs vertes en bourse. Donc les valeurs vertes, c'est pas les valeurs que pourrait porter l'idée d'une économie soutenable, mais c'est Veolia, etc. Bon, donc il y a cette dimension-là, qui n'est pas une dimension négligeable dans le discours public. Et puis il y a une autre dimension qui est que on va dire que l'économie verte, c'est toutes finalement les technologies qui permettraient au fond de continuer à consommer comme avant et de résoudre les problèmes auxquels on est confronté par des astuces techniques qui permettraient finalement d'être dans le business as usual. Par exemple, il y a tout un discours aujourd'hui et qu'on trouve aussi dans toute une partie de la gauche sur les bienfaits de la voiture électrique,
qui serait la solution écolo-compatible pour satisfaire de besoins de mobilité, comme si on allait pouvoir avoir les mêmes modes de déplacement dans le futur par la généralisation du modèle de la voiture électrique, comme si 1,5 milliard de Chinois pouvaient tous avoir des voitures électriques, etc. Bon, toute une série de choses qui marquent finalement un refus de voir la réalité telle qu'elle est en face. Bon, et puis, d'une manière un peu plus systémique, et je pense, c'est pas faire insulte à ton parti que de le constater, on voit bien que dans le contexte actuel de crise économique, penser qu'on va pouvoir marier l'économie et l'écologie en profitant des investissements nécessités par la reconversion écologique de la société pour faire redémarrer l'économie, créer plein d'emplois, est aussi une idée qui est souvent utilisée pour valoriser l'économie verte. Je me souviens, dans le programme d'Eva Joly, il y avait l'idée qu'on allait créer plus d'1 million d'emplois avec la reconversion écologique, alors qu'on sait bien que derrière ce million d'emplois, il y a aussi beaucoup d'effets de substitution et que la question du temps de travail doit être aussi posée quand on pense à l'avenir de notre système économique, comme tu le dis fort bien dans le Green Deal. Et puis surtout, il y a la question de fond, et je terminerai là-dessus, c'est est-ce qu'il est raisonnable de penser, de laisser croire qu'on pourrait concilier une croissance indéfinie de l'économie et une économie qui soit réellement verte, c'est-à-dire soutenable. Et c'est vrai qu'au cours des dernières décennies, du fait de la montée des services, du fait de l'optimisation des procédés industriels, on a réussi à ce que pour une unité de PIB supplémentaire, la quantité de ressources qui est utilisée a décru. Mais partout, dans aucun endroit du monde, on a réussi à faire que la corrélation change de sens. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on continue à croître dans une croissance qui est mesurée selon les termes dans lesquels elle a été mesurée jusqu'à présent, on a toujours eu une utilisation croissante de ressources en contrepartie. Autant dire que si on veut aller vers une vraie économie verte, propre à satisfaire les besoins actuels et futurs de l'humanité, sans détruire les bases naturelles de la vie, il va falloir des transformations beaucoup plus profondes de nos modes de production, de nos consommations, des régulations socio-économiques, et bien plus volontaristes que ce qui est envisagé aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il nous semblait nécessaire d'inviter 2 personnes qui ont vraiment pensé ces transformations. Et donc, je vais d'abord me tourner vers Alain et lui demander de nous rappeler un peu quel est le diagnostic. C'est ce que je comptais faire en tout état de cause. Donc, quel est le diagnostic? Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et puis, il y a quand même une question politique centrale, Alain, c'est pourquoi on ne le fait pas, si c'est si nécessaire et si évident? Bon, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais essayer de... On commence par l'analyse, hein, c'est ça. Effectivement, l'analyse, il n'y a pas tout à fait l'unanimité que tu dis. Hein. Elle est apparue fugacement, disons, en 2008. Ouais, mais au début de la crise, hein, l'ONU, Obama, même Sarkozy disaient on va s'en sortir par l'économie verte. Puis après, ça s'est très vite éteint. Alors, après Copenhague, effectivement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, le symptôme de la crise a tout occupé. Hein, c'est un peu comme dans une psychanalyse ou dans une cure quelconque. Hein. Quand le symptôme occupe tout l'espace des préoccupations, on n'a plus le temps de s'occuper des problèmes de fond. Donc le symptôme, c'est la crise financière, qui s'est d'abord matérialisée comme crise de l'endettement privé, des banques, les banques avaient fait trop crédit, et puis on n'arrive pas à rembourser. Et puis ensuite, quand les États ont sauvé les banques, c'est devenu la crise de l'endettement des États. Alors on a un peu l'impression que si on arrivait à résoudre l'instabilité bancaire et financière, on arriverait à sortir de la crise. Alors ça, c'est un peu les lectures de la crise comme crise à la Minsky, c'est-à-dire le capitalisme a pris beaucoup trop de risques en développant une économie d'endettement, et si on régulait mieux la finance, on n'aurait pas cette alternance de prise de risque et d'effondrement. C'est la table ronde dont on sort. Ça, c'est la table ronde dont on sort. Bon. Alors, il y en a qui vont un peu plus loin, qui disent... oui, enfin bon... il y avait aussi une crise à la Minsky derrière la crise de 29, hein, qui commence le jeudi noir de 29. Mais en fait, il y avait quelque chose de beaucoup plus profond. C'était une crise du libéralisme classique qui avait abouti à une polarisation extrême des revenus et
pour simplifier, les riches étaient trop riches, les pauvres étaient trop pauvres, ce qui veut dire que les travailleurs n'arrivaient même plus à racheter ce qu'on leur faisait produire, et que du coup, les capitalistes ne savaient plus où investir les profits qu'ils avaient faits. Ça, c'est l'analyse keynésienne, on pourrait dire. Et à ce moment-là, la réponse, c'est il n'y a qu'à redistribuer. Le yaka, il ne faut pas le minimiser. C'était le coût d'une guerre mondiale, pratiquement, hein, entre comment redistribue-t-on. Il y avait 3 solutions, celle de Staline, celle de Roosevelt et celle de Hitler. Hein, et en fait, ils ont passé leur temps, pendant les années 30, à s'échanger les rôles et les alliances. Et finalement, grosso modo, c'est la solution rooseveltienne qui l'a emporté dans le nord-ouest du monde, c'est-à-dire ce qu'on appelle le New Deal, précisément, un ensemble de lois réglant le problème de l'instabilité financière avec le Glass-Steagall Act, réglant le problème de l'insuffisance du salaire avec le Wagner Act, qui donne beaucoup plus de force au syndicalisme, instituant un État-providence de façon à ce que, à tout moment, les salariés soient de bons consommateurs, réalisant ainsi l'ambition de Ford, c'est-à-dire avec des salariés, une classe salariale devenue une classe aisée, on est une immense masse de consommateurs pour acheter les produits de la production en série d'automobiles. Ça a été le modèle de développement fordiste qui va rentrer en crise dans les années, deuxième moitié des années 70. Et puis après une période d'instabilité, de tâtonnement, on a le nouveau modèle libéral-productiviste qui se met en place, disons, entre 80 et 85. Alors, beaucoup de gens disent, il n'y a qu'à revenir au New Deal, revenir à ce qui a déraillé à la fin des années 70, début des années 80. Pourquoi ça a déraillé ? Parce qu'il y a eu la concurrence internationale, c'est-à-dire que le Fordisme avait été régulé, comme on dit, sur un espace national. C'est l'État-nation qui organisait le dialogue entre patronat et syndicats pour que le pouvoir d'achat des salariés augmente à une vitesse suffisante pour éponger la production croissante des usines en grande série. Hein. Et le problème, c'est que quand il y a eu la concurrence déchaînée les uns contre les autres, début des années 70, la mondialisation, hein, il n'y avait plus de régulation. Hein. Chaque pays se faisait concurrence à coup de bas salaire. Et du coup, on revenait dans la situation de 1930. Alors, cette analyse, il faut dire qu'elle est largement vraie. Et c'est un des piliers d'une analyse de la crise. Nous sommes dans une crise de type keynésienne aggravée par la mondialisation, c'est-à-dire, en gros, les salariés, les producteurs sont maintenant en Chine, avec des très bas salaires. Les Chinois ne peuvent pas racheter leur production, on la vend, cette production, en Occident, et cette concurrence chinoise a détruit la classe ouvrière d'Amérique et d'Europe, et donc il n'y a plus personne pour acheter, il n'y a plus assez de monde pour acheter la production chinoise. Et alors, certains disent, il n'y a qu'à augmenter le pouvoir d'achat des Chinois et on aura résolu le problème, enfin, en gros. Bon, alors, encore une fois, c'est une partie importante de la solution. Nous devons trouver des formes de régulation du rapport salarial à l'échelle internationale. Je suis tout à fait d'accord avec ça, je ne le conteste pas, hein, mais il y a une différence profonde entre 1930 et aujourd'hui, c'est la crise écologique. Si vous regardez les films des années 30, ou qui évoquent rétrospectivement les années 30, mais les films faits dans les années 30 sont encore plus significatifs, il n'y a pas de crise écologique, il n'y en a qu'une. C'est le Dust Bowl dans les grandes plaines du centre des États-Unis. Hein, on voit dans Les raisins de la colère le fait que les paysans sont non seulement massacrés par les rapports marchands, mais également par la surexploitation de la terre, des grandes plaines du centre des États-Unis. Mais à part ça, les images de la crise de 1930, c'est plutôt on brûle de la nourriture en excès. Hein, on voit le café, le blé brûler dans les locomotives, et on a l'impression que la terre produit trop. De même que les usines Ford produisent trop de voitures qu'on met à la casse, la terre produit trop de café, trop de blé, et même trop de viande. Hein. Donc, on n'a pas l'impression qu'il y a une crise écologique. Là, c'est le contraire. Actuellement, c'est le contraire. C'est une sorte de retour de Malthus. Alors, je ne dirais pas de Malthus, mais de Braudel. Hein. C'est-à-dire que dans la théorie, dans l'histoire
Oui, dans l'histoire de la théorie des crises, on parlait de crises d'anciens régimes qui ont été très bien analysées par Fernand Braudel et Ernest Labrousse, alors qui était un peu le cycle suivant. Pour une raison exogène. La différence, c'est que ça ne va pas être exogène dans ce que je vais raconter, mais pour une raison tombée du ciel. Il pleut pas, enfin bon, il fait trop froid, bon. Une raison indépendante de notre volonté et qui n'est pas un véritable résultat du capitalisme, disons. Il y a une mauvaise récolte, ou une série de mauvaises récoltes. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, premièrement, les ouvriers agricoles sont licenciés. On ne les rembauche pas. Deuxième, parce qu'il n'y a rien à récolter. Deuxièmement, comme ils sont licenciés, le salaire s'écroule à la campagne, qui est quand même la majorité de l'activité. Ces ouvriers agricoles refluent vers les villes. Là, ils font baisser les salaires ouvriers, qui sont essentiellement de la construction et du textile. Et ces ouvriers du textile et de la construction, ils ne se nourrissent plus et puis ils ne se logent plus. Hein. Donc tout s'effondre. Hein. C'est ça la logique. Alors, cette composante-là avait totalement disparu après 1848, qui est la dernière grande crise de subsistance ou d'ancien régime mettant à bas le capitalisme ou interférant avec le capitalisme. Et après, non, on n'a plus ça. Il peut y avoir des bonnes et de mauvaises récoltes, mais enfin, il n'y a plus d'effet d'une mauvaise générosité, si vous voulez, de la nature sur le déroulement du cycle capitaliste. Aujourd'hui, au contraire, ça revient très fort. Si vous regardez attentivement la montée de la crise 2006-2007, qui éclate finalement avec la Lehman Brothers en 2008. Alors c'est ce qu'on a appelé la crise des subprimes. La crise des subprimes, elle est très très jolie. C'est quand on n'est pas dedans, évidemment. Hein. Nous, on la suivait de très près au niveau du Parlement européen, parce qu'on considérait que la crise commence en fait à l'été 2007, pas à l'été 2008, parce que là, vraiment, ça devient tout à fait sérieux. Qu'est-ce qui se passe? Alors, crise du libéralisme, effectivement, du côté de l'appauvrissement des classes salariées américaines. Donc, ils ont de moins en moins d'argent. Ou plus exactement, ils ont à peu près autant d'argent qu'en 1980, par exemple. Hein. Ils n'ont pas augmenté leur pouvoir d'achat et les plus basses couches du salariat américain ont de moins en moins d'argent. Donc, ils doivent s'endetter pour se loger. Et à partir de 2006-2007, la crise écologique se déclenche, c'est-à-dire le prix des aliments s'envole, le prix de l'énergie s'envole. Et j'étais en 2008 le rapporteur sur la réforme des agences de notation. Et les agences, j'ai toutes vues, Moody's et compagnie, venaient me voir l'une après les autres en disant « Ah, c'est incroyable, nos modèles n'ont pas marché parce que d'habitude, quand les gens ne peuvent pas payer tout ce qu'ils ont à payer, ils gardent quand même la maison dont ils ont déjà... qu'ils ont acheté à crédit, ils ont déjà payé un quart, un tiers. Ils disent « Il faut vraiment garder ça parce que sinon on perd le peu qu'on a déjà dépensé. » Enfin, la partie qu'on a déjà amortie, si vous voulez. Hein. Et là, au contraire, les gens abandonnaient leur maison pour garder leur voiture. Ben oui, parce que quand c'est vraiment fondamental, c'est-à-dire ils avaient besoin de se nourrir, ils avaient besoin de se déplacer pour aller au travail, et dans une voiture, on peut toujours dormir. Le logement, c'est quand même le troisième bien hein, dans l'ordre des priorités pour le salarié pauvre américain. Et donc, ils ont revendu massivement leur logement. Et à partir de là, la crise des subprimes, vous connaissez son enchaînement. Hein. À partir du moment où on ne peut pas payer, les brokers et tout le capital hypothécaire a été ruiné, tout simplement, parce qu'ils ont récupéré les maisons, mais ils ne pouvaient plus les revendre, puisque le marché était saturé. C'est par dizaines de millions de logements vides qui étaient revendus, qui se retrouvaient sur le marché. Et comme ces prêts avaient été titrisés par les banques, c'est dans le monde entier que la crise de l'immobilier américain s'est répandue. Donc on voit bien là qu'à une crise de type 1930 se combine une crise d'ancien régime, une crise écologique. Mais avec cette immense différence par rapport aux crises d'ancien régime, c'est que ce n'est pas la pluie qui ne tombe pas, ou le froid, ou le petit hiver du XVIIe, XVIIIe siècle, qui s'arrête au milieu du XIXe siècle, qui provoque des mauvaises récoltes. C'est un phénomène endogène au modèle de développement libéral productiviste des années
80 à 2010, disons, qui prolonge d'ailleurs des tendances déjà apparues sous le Fordisme, c'est-à-dire de 45 à 80, qui va provoquer cette double crise écologique. Alors, problème du côté nourriture, problème du côté énergie. Bon, je n'ai pas trop insisté sur la crise côté énergie-climat, parce que tout le monde connaît ça par cœur. Au moins, on a réussi, parce que les conférences en ont beaucoup parlé, parce que des décisions ont été prises, parce qu'il y a eu l'accord de Kyoto, parce que finalement, on comprend assez facilement, vu que dans l'enseignement français, on vous explique beaucoup plus facilement le cycle du carbone que le cycle de l'azote. Moi, en tant qu'ingénieur, quand j'ai pour la première fois découvert le problème de l'effet de serre, je comprenais. J'ai mis 8 jours à me mettre au niveau, quoi. Maintenant, pour comprendre le problème de la crise alimentaire, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut apprendre beaucoup plus par rapport à ce qu'on vous enseigne à l'école ou au lycée, ou même dans les premières années d'études scientifiques, sauf évidemment ceux qui font de l'agronomie ou de la biologie. Alors, donc, la crise énergétique, on peut la résumer très rapidement. Hein. On est dans un triangle de risque énergétique. On peut produire de l'énergie soit en brûlant de la biomasse, ça, découverte de l'Homo erectus 700 000 ans avant Jésus-Christ, hein, pas de problème, on maîtrise, on comprend. Si on en brûle trop, ça fait du CO2, évidemment. Ça, il y a un effet de serre provoqué par quand on brûle la biomasse, on la fait repousser. On fait de la déforestation, ça peut provoquer de l'érosion. Hein. Donc, bon, ça, on connaît un peu ça, les risques de surutilisation de la biomasse. On peut produire de l'énergie, alors au contraire en allant chercher de la biomasse fossile, qui est devenue du charbon, du pétrole, du gaz. Alors là, on connaît également, premièrement, ça va s'épuiser, on arrive maintenant aux limites. Hein, on doit aller chercher des choses de plus en plus difficiles, dangereuses, comme le gaz de schiste. Vraiment, les toutes dernières molécules fossiles, d'hydrocarbures fossiles commencent à être mises en exploitation, et ça provoque massivement le changement climatique. Troisième pôle du triangle des risques énergétiques, le nucléaire. Le nucléaire, tout le monde... Moi, quand j'étais petit, hein, j'étais allé à une exposition qui s'appelait Notre ami l'atome, hein, dans les années 50. Hein, tout le monde disait, mais ça va nous sauver. Et puis on s'est aperçu que ça explose. Ça, on le savait dès le départ, hein, mais on ne se rendait pas compte à quelle fréquence ça explose. Si on considère que les 4 réacteurs qui ont explosé, aller jusqu'à le cœur arrive à l'air libre, hein, c'est-à-dire les 3 de Fukushima et celui de Tchernobyl, on arrive à 4 sur 14 000 années à des réacteurs. Vous le transposez à la France, en supposant que c'est la fréquence inévitable, et ça vous donne une chance sur 6 d'avoir un accident dans les 10 prochaines années, de même nature. Donc c'est quand même assez important comme risque. Deuxièmement, ça prolifère. C'est tout le problème Iran ou Corée du Nord. Troisièmement, on ne sait pas quoi faire des déchets. Enfin, il y a tout. Et puis, finalement, c'est épuisable aussi. Hein. La lutte pour l'uranium devient un problème aussi difficile que la lutte pour le pétrole. Hein, tout ce qui se passe au Mali, Niger, et ainsi de suite. Bon. Donc, on est coincé dans ce triangle. Il faut arriver à sortir du triangle. Et là, la réponse, assez classique maintenant, c'est en gros 1/3 de sobriété. C'est-à-dire, on s'astreint à dire que vous n'avez pas vraiment besoin d'un éclairage aussi puissant sur la figure des gens que vous êtes en train d'écouter, puisque vous ne faites que les écouter. Hein. Ce n'est pas du théâtre. Deuxièmement, l'efficacité, c'est-à-dire que même si vous voulez éclairer comme ça, vous pouvez avoir plusieurs types de lampes, et quand vous passez de la lampe à incandescence à la lampe au néon, puis de la lampe au néon à la lampe LED, vous économisez d'un facteur 50 l'énergie que vous consommez. Et troisièmement, on va redévelopper des énergies renouvelables qui n'ont pas les risques du nucléaire, n'ont pas les effets de serre des hydrocarbures et n'ont pas même si ça repose sur la biomasse,
non pas les effets de la pure déforestation, de l'usage du bois combustible classique. Bon, voilà en gros la solution pour arriver à combiner cette trilogie sobriété, efficacité et substitution par des énergies renouvelables. Alors, je mets ça dans un coin. Hein. C'est pas ça qui constitue l'économie verte, c'est les obligations. Hein, j'essaie de tenir jusqu'à arriver à Camp. T'en es à 40% de ce que je t'ai demandé. D'accord. Tu peux même accélérer un peu. On peut accélérer, ok. Alors, deuxièmement, alors l'autre grande crise, beaucoup moins connue, bien que ce soit la plus spectaculaire et que c'est le fond de ce qu'on appelle l'écologie, quand René Dumont l'a lancé, ou quand même Haeckel avait lancé le mot au 19e siècle. C'est comment on va vivre quand même à 9,5 milliards et manger. Ben voilà. Comment on mange, hein. Est-ce que la planète peut nourrir une population humaine qui s'achemine, aller vers 10 milliards d'habitants? Alors, ça a deux dimensions. Quand ça se combine avec la pauvreté, c'est vraiment la disette et la mort. Hein. Aujourd'hui, un enfant de moins de 10 ans meurt toutes les 5 secondes. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus urgent que la crise énergie-climat que je viens de vous décrire. Hein. C'est maintenant, c'est tout de suite. Hein. Et d'autre part, si vous transposez, alors cette fois-ci en Europe, comme les gens deviennent pauvres, à cause du libéralisme, hein, vous avez une remontée spectaculaire des maladies liées à l'alimentation. Rien que le diabète coûte actuellement 13 milliards par an à la sécurité sociale française, c'est-à-dire plus que le trou de la sécurité sociale. Et le diabète, c'est vraiment par excellence celui qui est lié à la malbouffe, la maladie liée à la malbouffe. Bon, il y a l'obésité qui provoque des maladies cardiovasculaires, etc. Donc c'est de même que d'un côté, vous avez une crise énergie-climat, de l'autre, vous avez une crise alimentation-santé. Alors, d'où vient cette crise alimentaire? Alors, il serait malthusien de dire, c'est parce qu'on est trop. Les agronomes vous répondent, mais si vous voulez, vous pouvez aller jusqu'à environ 15 milliards d'habitants. Hein. Mais la façon dont on cultive n'aboutit pas à ça. Alors, quels sont les problèmes? D'abord, ça interfère avec tout ce qu'on a raconté au début sur la polarisation. Quand vous avez une explosion, une polarisation à l'échelle mondiale des revenus avec l'expansion du libéralisme à des pays continents comme la Chine et l'Inde, ça veut dire que même si 10% des Chinois ou 10% des Indiens commencent à manger ou commencent à conduire de la même façon que nous, eh ben, ça veut dire que un marché de 250 millions de personnes apparaît brutalement en 20 ans, hein, qui se met à manger et à conduire comme nous. Et ces 250 millions, ben, s'ils se mettent à manger de la viande, ils consomment 10 fois plus d'espace qu'avant pour se nourrir. Alors, le gros problème de la viande, c'est que il faut 10 fois plus d'espace pour produire la même quantité de protéines sous forme animale que sous forme végétale. Donc, premièrement, vous avez cette pression du changement de la nature alimentaire. Évidemment, ça se répercute sur le fait que, en revanche, les pauvres qui achètent des protéines végétales sur le marché mondial ne peuvent plus se nourrir, tout simplement parce que c'est passé à nourrir les bêtes. Donc, vous avez un conflit sur l'usage du sol entre le bétail et la nourriture directe, si vous voulez. Hein. Vous avez un deuxième conflit qui apparaît comme réaction à la crise dont je viens de parler, énergie-climat, qui est qu'on se remet à faire usage du sol pour faire de la biomasse de façon à faire de l'énergie. Hein, ça s'appelle les biocarburants. Agro, mais oui, on dit maintenant agro parce que bio est un peu dangereux. Soyons politiquement corrects, camarades. Et troisièmement, vous avez un conflit avec le fait qu'on se rend compte qu'il faut garder des forêts, des zones humides, parce que c'est en quelque sorte le climatiseur et la réserve immunitaire de l'humanité. Hein. C'est le fait qu'il y a sur place, diffusés dans la nature, des lieux de nature sauvage, si vous voulez, où se réinventent en permanence
des nouveaux gènes qui permettent de résister éventuellement à une agression. C'est ça qui assure la stabilité, un peu comme le système immunitaire du corps humain, hein, face à des déséquilibres. Bon, donc on peut regarder l'agriculture, enfin le problème alimentaire, comme si vous avez une table là. Hein. Donc vous avez 4 extrémités, 4 coins. La nourriture, pour ce qui sont les usages de ce sol habitable ou cultivable. La nourriture pour les humains, la nourriture pour le bétail, la nourriture pour les machines, et puis ce qu'il faut garder pour les forêts et les zones humides. C'est ce que les écologistes anglo-saxons appellent le conflit FFFF. Food, pour la nourriture humaine, feed, la nourriture pour le bétail, fuel, la nourriture pour les machines, et forest, la forêt, pour tout ce qui est la réserve de biodiversité. Or, cette table, alors c'est ça l'interaction entre les deux crises, elle se réduit à cause de la crise énergie-climat. La crise énergie-climat réduit la taille de la table tout simplement parce que tous les ans maintenant, enfin tous les 2 ans, vous avez un accident climatique majeur qui fait brûler ou partir en fumée ou dessèche avant germination ou éclosion des greniers à grains de l'humanité. Alors, ce qui était au moment de la crise des subprimes, c'était essentiellement l'Australie qui avait disparu. Puis ça a été, il y a 2 ans, la Russie et l'Ukraine. Cette année, c'est les États-Unis et à nouveau l'Europe du Sud-Est, disons l'Europe plutôt balkanique, jusqu'à Roumanie comprise et un petit peu l'Ukraine. Donc maintenant, ça devient régulier. La taille diminue. Donc vous voyez que les 2 crises interfèrent puissamment. Ah. Bon, alors comme ça, je vais pouvoir passer aux propositions et aux... Pourquoi c'est difficile? Les 2 crises, attends, donc je résume. Crise énergie-climat, crise alimentation-santé. Les 2 crises interfèrent puissamment. Alors, je viens de vous dire comment la crise énergie-climat contribuait à la crise santé, alimentation-santé. Mais ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que le principal facteur de gaz à effet de serre, c'est la longue chaîne de l'alimentation. Changement d'usage des sols, production d'engrais artificiels, transport de ces engrais, transport des produits agricoles à travers le monde, transformation, arrivée jusque dans les supermarchés, voitures qui vont les chercher, élimination de ces déchets. Ça représente 50%, et méthane tout au long du chemin, ça représente 50% du gaz à effet de serre mondial. 50% du gaz à effet de serre mondial, anthropique, venu de l'homme, vient de toute la longue chaîne de l'alimentation. Donc une économie verte, qu'est-ce que ça va être? C'est une économie qui va répondre, d'une part, à la crise de type keynésien, donc qui va faire de la redistribution, et d'autre part, contrairement au New Deal, va mettre au premier plan la résolution de ces 2 crises écologiques. Au lieu de les aggraver comme l'a fait le keynésianisme, sous sa forme fordiste, c'est-à-dire on donne de l'argent aux ouvriers pour qu'ils achètent des voitures. Alors, si vous regardez les 2 côtés, hein, d'un côté, c'est le passage au bio et les circuits courts, et la restitution au sol des déchets, des matières organiques, hein, donc le compost, tout ça. Et de l'autre côté, c'est les 3 volets dont je vous ai parlé. Sobriété, c'est-à-dire on consomme moins. Deuxièmement, efficacité. Pour le même niveau de consommation, on a besoin de moins d'énergie ou une énergie qui produit moins de gaz carbonique. Et troisièmement, cette énergie, on la produit de façon substituable. C'est l'ensemble de ça qui crée à la fois le débouché et la logique d'une reprise d'une activité économique. Mais vous voyez bien que si vous parlez de sobriété, ça veut dire qu'il y aura moins de consommation globalement. C'est-à-dire que dans le partage des gains de productivité, on fera moins de consommation matérielle et plus de temps libre, plus d'être, moins de dépenses. Deuxièmement, dans la fabrication de ces moyens qui économisent, enfin, qui réduisent la crise alimentaire ou qui réduisent la crise énergétique, vous allez avoir un certain décalage
plutôt vers les dépenses collectives. Hein, on va avoir plutôt ce qu'on appelait justement économie mobilisée, c'est-à-dire où la dépense publique organisée va être très importante. Pourquoi? Quand on fait... Alors, il y a deux raisons. Il se trouve que quand on fait du transport en commun, ça représente plutôt une dépense publique que quand on se contente, l'État se contente de faire une route, et puis ensuite chacun achète sa voiture et la conduit. Bon. On peut le regarder sur chacune des branches. Il y a un autre mécanisme. Quand vous faites, par exemple, des transports en commun aussi, reprenons l'exemple des transports par rapport à la voiture. Le transport en commun salarié absorbe le travail domestique gratuit que fait le conducteur. Un peu de la même façon que la crèche ou le restaurant absorbe le travail patriarcal fait par la femme dans le travail patriarcal, dans les rapports patriarcaux. De la même façon, quand on cesse de conduire sa propre voiture pour aller au boulot, mais qu'on prend un autobus ou un tram, on demande plus de travail collectif salarié. Donc vous avez toute une série de... Bon, on peut prendre aussi l'exemple, je sais pas moi, de l'isolation des logements. D'accord. Bon, maintenant, oui. L'isolation des logements. L'isolation des logements demande en fait plus de travail que construire, ce qu'on a fait dans les années 60, construire des grandes barres en parpaing, parce que c'est un travail fin qui intervient chez les gens. Alors, vous avez une modification assez profonde donc, du rapport entre dépenses publiques et dépenses privées, ne serait-ce que parce que l'isolement coûtant plus cher, mais servant à éviter de la pollution, il va falloir le subventionner davantage. Donc vous avez toute une série sur laquelle je ne peux pas trop m'étendre, maintenant que Hervé est arrivé, et que je suis obligé de recaler mon exposé. Vous avez toute une série qui induisent une modification assez importante vers une économie qu'on appelle mobilisée, formule du grand économiste hongrois Cornet, par rapport à on distribue l'argent et puis les gens font ce qu'ils veulent, c'est-à-dire ils achètent des voitures. Bon. Deuxième grande différence, ça repose sur une main-d'œuvre beaucoup plus qualifiée. Le Fordisme reposait sur la division du travail et la déqualification de la majorité au profit de quelques ingénieurs et techniciens. Aller isoler des logements, conduire un bus au lieu d'assembler une Renault 4, tout ça, ça demande beaucoup plus de qualification, beaucoup plus de relationnel. On va vers une économie verte, est une économie beaucoup plus qualifiée. Or, ces qualifications, nous ne les avons pas pour le moment. Troisième grande différence, elle est beaucoup plus locale, l'économie verte. Alors, ça a un énorme avantage, c'est que ça diminue la contrainte face à la mondialisation. La contrainte de mondialisation qui a déstabilisé le Fordisme recule par le simple déploiement de l'économie verte. Si vous revenez à, je sais pas moi, dans le partage, on travaille à 80% dans un rayon de 20 km, en gros. On consomme des choses qui sont produites dans un rayon de 20 km à 80%. On consomme, un travail produit dans un rayon de 20 km, mais c'est les 20% qu'on doit acheter en dehors qui déstabilisent tout le reste. Si on passe à 85-15, évidemment, ça change un peu. C'est une économie plus de services, plus résidentielle, plus répondant aux besoins, travaux publics, aux besoins des gens, effectivement. Ça fait, c'est plus localisé. Bon. Donc ça stabilise. Ça n'empêche pas qu'il va rester quand même les 15%, même si on passe de 80 à 85% du travail humain produit dans un rayon de 20 km autour de chez soi, du travail humain que l'on consomme, du travail social que l'on consomme, il restera quand même les 15%. Et si les Chinois ou les Indiens ne se décident pas à dire on le fait dans les mêmes normes que les autres, on aura de la concurrence déstabilisant l'ensemble. Alors ça m'a conduit au tout dernier point. Pourquoi on n'est pas arrivé à passer à l'économie verte? Alors, ce que je te propose, c'est que, justement, parce que là, on est déjà bien avancé, il est déjà 6h moins le quart, on a dit qu'on terminait vers 18h30. J'aimerais bien donner la parole à la salle à 18h. Donc, on va essayer de profiter du fait qu'Hervé est arrivé pour voir s'il est capable de répondre à cette question. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, Alain nous a expliqué l'état du diagnostic.
pourquoi on va dans le mur. Et puis il nous a expliqué globalement quelles étaient les crises auxquelles il fallait faire face et de quelle manière on pouvait y parvenir. Bon, tout n'a pas été traité parce que justement ceux qui veulent tout comprendre, je conseille de lire d'abord leurs bouquins. C'est vrai qu'ils ne peuvent pas nous en faire une lecture complète en une demi-heure. Bon, donc c'est évidemment un grand coup de serpe, mais les grandes crises et les grandes solutions à ces crises ont été faites. Alors la question qu'on se pose, c'est politiquement, toi qui observes intimement le combat écologique depuis longtemps, qui pousse des petits cris d'alarme dans des petits encadrés dans un journal du soir qui m'arrive de lire encore. Je veux dire, pourquoi on ne le fait pas? C'est quoi les conditions politiques? Qu'est-ce qui fait qu'on continue à avancer dans le mur, qu'on construit des grands aéroports pas forcément utiles? Voilà. Comment tu peux nous dire ça? Et puis, si on n'est pas content de ta réponse, je redonnerai la parole à Alain. D'abord, excusez du retard, mais j'ai été excusé, voilà, et ça a même provoqué quelques applaudissements. Bon, très bien. Ça, c'est une bonne chose, parce que si à Rennes, on ne veut pas de cet aéroport qui est censé quand même servir aussi à Rennes pour un développement qui conduirait à une mégalopole Nantes-Rennes. Non, là, j'exagère peut-être un petit peu, mais si on regarde ce qui se passe entre Grenoble, Valence, et on a le même genre de rêve de développement, et d'ailleurs par des acteurs qui sont très semblables, puisque là-bas aussi, c'est le maire de Grenoble, par exemple, est un membre du PS. Pardon. Alors, je voulais revenir avant de ta question quand même, parce que je dois avouer qu'effectivement, je m'apprêtais beaucoup à préparer ce débat, parce que pour moi, c'est vraiment un grand plaisir et aussi un honneur de débattre ici, dans ces jours de colloques qui sont superbes. Et en plus, j'ai évidemment pas besoin de dire qu'avec Alternative économique, qui à mon sens est la meilleure revue économique en France, c'est important. Et merci. Avec Alain aussi. Non, mais c'est vrai, c'est pas pour te faire plaisir que je le dis. C'est si on regarde Capital, l'expansion, voilà, on lit aussi Financial Times, etc. Mais heureusement qu'il y a Alternative économique. Et je voulais quand même venir, voilà, ces mots, donc j'ai pas absolument préparé, mais en venant, voilà, bon, crise écologique, je pense que c'est plus la peine qu'on discute, on est d'accord là-dessus. Après, les mots, ils me préoccupent, c'est d'abord le modèle. Je sais pas pourquoi le modèle, mais d'ailleurs, je vais pas m'apesantir là-dessus, puisque tu as très bien dit, on va poser la question en termes politiques. Donc déjà, le modèle, ça a un côté, on fait un modèle, il y a ce qui est bien et pas... Non, on sait que le modèle actuel, pour faire simple... Non, de toute façon, je n'ai pas voulu revenir, mais modèle de développement, on aurait pu dire quel mode économique, comment on résout la crise écologique, comment on produit et on vit ensemble. Voilà, c'est très bien. Comment on produit et on vit ensemble. Bon, le mot développement, voilà, il est chargé. Je coupe avec la hache que tu me proposes l'argumentation que j'allais développer sur le fait qu'effectivement, il y a évidemment un problème avec le mot modèle, qui est maintenant répété, ressassé, etc. Et le développement, il y a un vrai problème. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de se développer dans tous les pays occidentaux, riches, Japon, États-Unis, France, Europe, occidentale, on n'a plus besoin de se développer. Donc, parce qu'on est un petit peu pris par le temps, donc je vais limiter l'exposé à la politique économique dans les pays occidentaux. La politique mondiale, on prendra 2 heures à un autre moment. Donc, voilà, j'affirme, je pose, je dis, je propose que nous n'avons plus besoin de raisonner par rapport au développement de nos pays. Ils sont largement assez développés. Et puisque tu évoquais le cas d'un aéroport sur lequel j'ai une connaissance maintenant un peu plus profonde que ça n'était le cas il y a 3 jours, c'est un cas typique où on n'a plus besoin de développement. C'est-à-dire qu'en fait, tout le raisonnement, mais on pourrait prendre sur toutes les infrastructures, les autoroutes, beaucoup de LGV, lignes à grande vitesse, je ne parle même pas des centres commerciaux, des zones artisanales, de tous... voilà. Si on analyse les choses, on voit que c'est toujours basé sur des extrapolations de trafic, de développement de la consommation, qui non seulement sont néfastes en soi, mais ça, on peut en discuter, mais qui simplement sont faux, c'est-à-dire qu'ils sont basés sur des hypothèses extrêmement favorables.
que ce soit sur le coût de l'énergie, que ce soit aussi sur les conditions de politique économique qui sont adoptées. Par exemple, ce qui est intéressant... Et de poursuite des tendances passées. Voilà, mais ce qui est intéressant, par exemple, c'est si on prend le cas du trafic aérien, mais on pourrait prendre d'autres cas, mais celui-là est très intéressant, parce qu'en fait, il y a une évolution forte encore du trafic aérien, encore qu'elle se ralentit très, très clairement dans nos pays. C'est différent dans le cas des pays émergents, mais on a dit que si vous le voulez bien, on va se cantonner aux pays occidentaux. Dans le cas, par exemple, des pays européens, c'est très lié au low cost. Or, qu'est-ce que c'est que le low cost? C'est quand même un choix de politique économique qui consiste à dire on va subventionner de manière indirecte ces compagnies pour développer le trafic en diminuant les taxes d'aéroport, en accordant des statuts sociaux particuliers au personnel. Bon, je ne m'étends pas, je pense que vous voyez ça. Donc, si on revient là à une politique économique qui consisterait à dire on va considérer qu'il n'y a pas de mal à prendre l'avion, mais en revanche, il y a un certain nombre d'activités économiques, on va dire on ne va pas les subventionner, et on va voir ce qui se passe. Et si on ne subventionne pas un certain nombre d'activités économiques, on verra qu'il y a des choses qui perdront de leur intérêt, que du coup on n'aura pas besoin de faire d'autoroutes, de lignes TGV, un certain nombre d'autres équipements, et qu'en revanche, ça laissera une part de l'énergie collective. Alors là, je ne rentre pas trop en termes macroéconomiques, mais ça laissera une part, et aussi de la richesse collective, parce que par exemple dans le low cost... En termes de réallocation de la force de travail, voilà. Précisément pour satisfaire les services dont parlait à l'instant Alain. Voilà, alors j'ai quand même loupé une première demi-heure, donc voilà, je ne sais pas absolument ce qu'a dit Alain, mais sans doute, voilà, c'est les termes. Alors, il parlait à l'instant, je veux dire, si au lieu d'acheter plus de bagnoles, on produit plus d'éducation, plus de santé, plus de loisirs, plus de culture, plus de soins aux personnes, plus de care, on est dans des logiques qui sont des logiques de proximité et qui sont fondées sur une réallocation, qui permettent de réallouer de la main-d'œuvre. Enfin, si j'ai bien compris ce que tu voulais dire. Donc ça, on est d'accord. Et en fait, je reviens à la question que tu m'as posée, après ce détour peut-être un petit peu tortueux, mais pour dire que la question, c'est bien politique. C'est-à-dire qu'en gros, on sait ce qu'on sait faire, qu'il faut faire maintenant. Il faut arrêter de tourner autour du pot. Par exemple, les journalistes des médias dominants, c'est-à-dire à peu près tous les journalistes qui ont le droit à la parole sur les antennes ou dans les journaux, disent il n'y a pas d'alternative. Mais si, il y a une alternative. Il y a absolument une alternative au modèle, au capitalisme. En fait, enlevons le terme modèle néolibéral et disons, il y a évidemment une alternative au capitalisme, on la connaît depuis longtemps, c'est la politique écologique, et que des économistes comme Alain Lipietz et beaucoup d'autres, Jean Gadret, Tim Jackson, Paul Victor, et puis plein de noms m'échappent à l'instant, l'ont développé, c'est traduit de manière assez concrète, il y a du travail économique derrière, etc. Donc on sait ce qu'il faut faire, et la question, effectivement, totalement politique. Donc, je continue là-dessus. Et par exemple, si on reprend cette affaire du low cost et des subventions, c'est des choix politiques de ne pas d'allouer ou de favoriser un certain type de choses. Oui, mais... Après... Pardon. Non, si je t'interromps, ce que je me méfie toujours quand on nous dit c'est une question politique, parfois, je ne te fais pas se poser l'intention, mais parfois ensuite il y a l'appel, c'est une question de volonté politique. Mais il y a aussi toute une dynamique sociale du système qui fait que les politiques ne le font pas. Enfin, oui, tu veux me faire venir peut-être à parler d'oligarchie, en fait. Je te soupçonne, Philippe Frémaux, non, pas seulement. Mais j'y venais par des détours. Alors, je sais que tu vas nous parler de l'oligarchie, mais oui, quand je dis politique, ça n'est pas... Est-ce que c'est seulement ça, voilà. Oui, enfin, oui, ça n'est pas effectivement quelle politique il faut faire. Est-ce qu'il y a les pauvres politiques qui voudraient tant faire le bien et œuvrer pour l'intérêt général ne pourraient pas le faire parce que les méchantes multinationales, cet infernal système banquier, ces abominables sociétés qui se mettent dans les îles Caïmans empêchent absolument d'exercer toute la bonne volonté que des responsables politiques, alors de droite on sait qu'ils sont avec les banques, mais de gauche, pourquoi? Bon, non, donc c'est bien un enjeu... non pas de politique économique, mais de choix de constitution d'un système qui est effectivement oligarchique, au sens où il y a une hybridation entre les milieux politiques, de la décision politique à un haut niveau, les milieux de la décision économique et très largement les milieux de la décision médiatique. Et que là, on est en fait dans ce problème, ce qui fait que je n'ai pas la solution, mais déjà ce qu'on peut dire très clairement, c'est que on a un axe, j'allais dire, pas idéologique, mais théorique, qui est celle du critique du développement, qui maintenant est tellement développée, là encore, depuis plus de 40 ans, finalement, ou en tout cas pas loin de 40 ans, qu'on sait qu'on a
plus vraiment ce besoin de développement et qu'il nous faut retrouver un autre paradigme. Il y a l'autre aspect des alternatives d'une autre politique économique qui a été développée, j'y reviens pas, on l'a évoqué. Et après, en revanche, on est dans une certaine impuissance face à un système politique qui est en fait où les intérêts économiques influencent directement sur la décision politique se raisonnant par ses acteurs en fonction des intérêts qu'ils vont avoir à passer dans les activités économiques. Alors là, je vais prendre cet exemple sur Notre-Dame-des-Landes, mais on pourrait en prendre tant, et c'est pour ça que le concept de régime oligarchique peut aussi s'incarner de manière extrêmement claire. Ce n'est pas quelque chose de théorique, mais c'est quelque chose d'extrêmement clair dans les trajectoires, dans les parcours, dans la sociologie, en quelque sorte, des personnels dirigeants. C'est quand, par exemple, effectivement, je suis un petit peu intéressé par cet aéroport en ce moment, mais quand vous voyez que le préfet de Loire-Atlantique et des régions de Pays de Loire entre 2007 et 2009, et qui a organisé la déclaration d'utilité publique et sa préparation, puisqu'elle a été signée après, organise l'appel d'offres pour le concessionnaire du futur aéroport, et que ce haut fonctionnaire de l'État, n'agissant en principe qu'en fonction de l'intérêt général, quitte la préfecture, passe à la Cour des comptes, demande ses droits anticipés à la retraite et se retrouve 1 an et demi après avoir quitté la préfecture chez la compagnie qui, par le plus grand des hasards, a obtenu l'appel d'offres de concession sous forme de partenariat public-privé. Pourquoi Vinci si tard ? Hein ? C'est Vinci. Non, mais je peux le citer. C'est effectivement M. Hagelstein, c'est M. Vinci. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est à la fois des histoires très concrètes, mais je pourrais vous en sortir, peut-être pas 10, parce que là, il faut quand même que je travaille plus ma mémoire, mais un très grand nombre. Voilà, et on a ce genre de choses qui sont extrêmement bloquantes. Surtout que, par exemple, je poursuis ce cas parce qu'il est très intéressant. Le petit encadré dans le journal que tu as cité était tellement limité que je n'ai pu évoquer cette histoire qu'en 2440 signes. Donc on pourrait se poser la question pourquoi ce genre d'histoire ne peut pas se faire en 6000 signes, qui permettrait de leur donner plus de visibilité et d'impact. Et par exemple de dire aussi que dans cette affaire, il y avait un aspect intéressant qui était que l'épouse de cette personne, de ce préfet, passé chez la compagnie d'autoroute Vinci, était, depuis plusieurs années, présidente de la section des travaux publics du Conseil d'État. Alors, et qui a jugé, alors je vous passe un petit peu tous les détails, parce que le recours contre la déclaration d'utilité publique qui a été étudié, etc. J'appelle le Conseil d'État, évidemment, je ne suis pas absolument... Est-ce que Madame Hagelstein a eu affaire avec le recours ? Non, parce que c'est la section du contentieux qui juge. Donc, effectivement, on a une présomption qui n'a plus lieu d'être. Ceci dit, on voit bien que là, il y a une telle association d'idées et que même si on est dans la section des comités des travaux publics du Conseil d'État, on prépare les dossiers, etc. Donc voilà, on a un exemple de trajectoire où on voit très concrètement la difficulté politique dans laquelle on est à faire une bonne économie. Et ça, c'est un exemple parmi des milliers. Et donc, à l'état de raisonnement où j'en suis, je n'ai pas du tout de solution. Enfin, de toute façon, ça serait totalement idiot de vouloir des solutions, mais après tout, on en cherche quand même. Sinon, pour dire qu'il y a 2 aspects intéressants. Alors, il y aurait aussi l'aspect international du régime oligarchique, et qui joue par le fait qu'on est toujours dans un raisonnement où on va nous dire « Ah mais oui, nous, en France, par exemple, nous avons un gouvernement PS plein de bonne volonté pour l'intérêt général, mais hélas, il y a l'Europe, il y a la Commission européenne, il y a les marchés financiers, et donc tout notre espoir, toute notre volonté, toute notre énergie pour faire face à la crise écologique et aller vers un autre modèle de développement, de transition écologique inspiré par les idées d'Alain Lippiette. Ah hélas, ça n'est pas possible. La Commission européenne et les marchés financiers, il nous faut adopter les conclusions du rapport Gallois. C'est vraiment contre notre cœur que, on sortira du capitalisme dans 30 ans, dès qu'on a réglé les problèmes de la dette, etc. Mais... Donc,
pour faire face à ça, qui est extrêmement difficile, il y a quand même d'analyser, de formaliser de manière beaucoup plus claire et explicite cette question de régime oligarchique. Et le problème, c'est que ce ne soit pas seulement des individus dans mon genre qui ont une surface académique et universitaire et intellectuelle quand même très limitée, mais que ce soit quelque chose qui soit pris en compte, analysé sérieusement par d'autres intellectuels. Au cas où ces intellectuels ne participeraient pas aussi, moi je les range dans le système médiatique, ne participeraient pas aussi du régime oligarchique. En sens que, alors non, je ne citerai pas Marcel Gauchet et Pierre Rosanvallon. Je prendrai un cas plus simple qui est celui de Bernard-Henri Lévy. Donc vous m'avez compris, voilà un personnage qui a un pouvoir intellectuel extrêmement fort, qui n'est pas dénué d'un certain talent, qui a un pouvoir intellectuel extrêmement fort en tant que directeur de collection, et donc qui peut orienter, pousser des idées, en écraser d'autres, etc. Et donc on est face à ce genre de difficultés. Donc, première issue quand même politique, c'est que des intellectuels, universitaires, écrivains, aillent un peu courageusement pour développer ce genre d'idées et ce genre de critiques. Par exemple, à la manifestation de cet après-midi, il y avait plein de pancartes extrêmement passionnantes. Il y en avait une, j'arrête dans 2 minutes. La trahison des clercs, ça suffit. Eh bien, ils avaient raison. Il y a aussi dans cette question, la trahison des clercs, vous vous rappelez, c'est ce livre de Julien Banda en 1926, son titre est tellement explicite qu'on n'a pas besoin de le développer. On est dans cette situation. C'est-à-dire qu'il nous faut rendre explicite le type de critique que j'ai formulé de manière extrêmement sommaire. La deuxième chose, évidemment, c'est qu'il y a un travail, non pas un travail, mais l'événement de cet après-midi, et c'est pour ça, je répète, et j'y ai accordé beaucoup d'importance avec mes petits moyens, c'est qu'il se passe quelque chose d'important. Et qui est en fait le prolongement de ce que nous avons commencé à vivre et à observer il y a plus d'1 an, avec le printemps arabe, les indignés partout, Occupy Wall Street, le mouvement chilien des étudiants chiliens qu'on oublie qui est extrêmement important, le mouvement des étudiants québécois, un certain nombre de choses. Et maintenant aussi cette protestation écologique qui trouve enfin un point d'ancrage, un point de cristallisation où toutes les questions peuvent se faire et où par ailleurs il y a une union des différentes composantes de la critique. Parce que la force aussi du régime oligarchique, c'est qu'ils sont très unis. Vous allez voir à la sortie du club Le Siècle ou du groupe Bilderberg ou à Davos, ils vont être en concurrence les uns avec les autres en tant que milliardaires, compagnies différentes, etc. Mais sur le fond, ils sont absolument d'accord. Ils sont unis comme les 5 doigts d'une main. Le problème des critiques, c'est que nous ne sommes pas unis. Et donc, voilà. Et dans ce type de combat que j'ai évoqué, celui de Notre-Dame-des-Landes est aussi intéressant pour ce point de vue-là, c'est que sans doute, il arrive à rassembler différentes composantes. Et peut-être aussi, et je continue, et après j'arrête, c'est promis, 1 minute sur ce point, cette question politique, elle suppose aussi, et ça on l'avait observé avec les indignés et avec le mouvement chilien, j'avais eu l'occasion, j'ai eu une chance énorme de pouvoir aller 1 semaine à Santiago du Chili et vraiment un peu essayer de comprendre ce qui se passait, c'est que aussi bien le mouvement des indignés, qui était quand même très marginal, enfin relativement marginal, mais le mouvement des Chiliens, qui était extrêmement puissant, avec un ancrage populaire aussi, ce n'était pas seulement les étudiants, c'était aussi la société chilienne, et ça n'arrivait pas à passer, et à ma connaissance, ça n'arrive toujours pas à passer, parce qu'il manquait l'échelon politique. C'est-à-dire, il y a quand même s'il y a une société qui se bat, à un moment donné, il faut passer dans le jeu institutionnel, même s'il est très largement déterminé par des considérations oligarchiques. Et quand ce switch, excusez-moi de ce mot anglais, ce passage, cette articulation ne se fait pas, eh ben on est dans l'impuissance, un petit peu comme un moteur de voiture, puisqu'il y aura encore des voitures pendant quelque temps avant que toutes les idées d'Alain soient mises en œuvre. Comment on fait ? On vous passez pas la vitesse ? Oui, c'est ça. Alors on est au point mort, on peut accélérer tant qu'on veut, mais si on passe pas la vitesse, ça passe pas. Donc il faut l'échelon politique, c'est-à-dire il faut passer la vitesse. En revanche, si évidemment il n'y a pas l'énergie populaire pour passer les vitesses, là aussi la voiture n'avance pas beaucoup. Bon, donc c'est ça qu'il faut. Et par exemple, c'est un débat qu'on a, et après, vraiment, absolument dernier mot, dans ce qui peut se passer et l'interaction, il se trouve qu'il y a un parti qui a fini, il y a eu du mal, mais à s'investir dans la lutte qui a pris une ampleur
une autre vitesse depuis le 16 octobre. Europe Écologie Les Verts, même si le parti de gauche derrière vient aussi, mais quand même de manière beaucoup moins forte. C'est est-ce que ça peut être, alors que ce parti n'a pas, à mon sens, été assez à l'écoute de cette lutte populaire paysanne, etc. En revanche, à partir du moment où ils décident de jouer avec leur petite force l'échelon politique, on peut commencer à jouer là-dessus. Donc ça, c'est un deuxième aspect. C'est comment est-ce que, d'une part, on arrive à unir les forces critiques et alternatives et à faire en sorte qu'on surmonte nos différences pour se mettre d'accord sur l'essentiel, qui est arriver à une économie qui nous permette de prévenir l'aggravation de la crise écologique tout en allant dans une société beaucoup plus équilibrée. Et voilà. Alors il y aurait le troisième point, et là c'est tellement compliqué, c'est comment on fait par rapport justement au niveau européen, international, qu'on ne peut pas oublier de notre analyse. D'accord. Bon, mais je pense qu'il est temps de donner la parole à la salle. J'ai bien conscience qu'il y a toute une partie des questions que j'ai soulevées que vous n'avez pas eu le temps de traiter, en particulier pendant qu'on arrive avec les micros. Moi, il y a 3 questions qui me taraudent, qui est effectivement la question quand même du temps. C'est que le discours qui nous est toujours tenu, c'est on a des choses plus importantes à faire à court terme, comme si les enjeux écologiques étaient des enjeux de long terme. Et comment on arrive à penser une politique du court terme qui intègre ces soi-disant effets de long terme, mais qu'il faut mettre en œuvre tout de suite. Une seconde question qui est le fait que tant qu'on est dans une économie de marché telle qu'elle est, l'emploi est quand même synonyme de croissance. Et quand tu dis on n'a plus besoin de croître ici, il y a aussi des gens qui vivent ici dans des logements qui sont sous des pistes d'aéroport, qui vivent mal, qui sont mal logés. Il y a aussi de la pauvreté dans les pays riches. Et donc il y a des problèmes aussi de redistribution qui fait que le message écologique passe mal auprès de toute une partie de la population aussi longtemps qu'on est dans une société aussi inégalitaire et où il faut de la croissance pour lutter contre le chômage. Et puis il y a une question mondiale, c'est-à-dire que comment on arrive à résoudre les problèmes de compromis qu'on a sur le CO2, etc., quand vous avez des pays qui continuent à consommer 20 fois plus que d'autres, quand de fait ils disent notre mode de vie n'est pas négociable, enfin toutes les questions sur lesquelles vous aurez sans doute l'occasion de revenir en quelques minutes pendant le débat. Mais je donne tout de suite la parole à la salle, donc levez la main, voilà. Monsieur, là. Oui, effectivement, enfin, je viens très très souvent au Champ Libre et plusieurs scientifiques se sont exprimés au Champ Libre depuis 3 ans, notamment depuis 3 ans que je fréquente beaucoup les Champs Libres. Oui, beaucoup de scientifiques nous ont affirmé, là où vous êtes, qu'avant 40 ans, il n'y aura plus assez de surface cultivable dans le monde pour nourrir la planète. Et bien voilà, dis pas que des gens qui sont censés défendre nos causes, le maire de Nantes, le maire de Rennes, vont s'amuser à détruire des terres cultivables à Notre-Dame-des-Landes, alors que l'on sait très bien que l'on a besoin de ces terres, notamment, pour nourrir la planète. Alors il y a une contradiction quand même profonde, d'accord ? Je vais tout à fait, moi je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit. Là, je sens une trahison d'ailleurs, parce que et il faut vraiment que tout le monde se sente concerné et qu'on soit très soudés pour défendre le projet de Notre-Dame-des-Landes. Le maire de Nantes, quand il parle de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, le maire de Nantes, il n'emploie jamais, il dit toujours il faut à Nantes un aéroport international. Voilà ce qu'il dit. Et dans les journaux, c'est ce que les journalistes relaient aussi. Il faut à Nantes, ou il faut à Rennes, un aéroport international. On trompe les gens, on leur ment. Il y a déjà à Nantes un aéroport international. Et ça, vous ne le voyez nulle part écrit. Les journalistes ne l'écrivent pas. Ils ne disent pas qu'il faut déménager l'aéroport international de Nantes, qui est au sud de Nantes Atlantique, oui, légèrement à l'ouest de l'agglomération, de l'autre côté de la Loire. Je cherche le nom de la ville, mais en allant vers Pornic. Comment ? Bougnay, voilà. Il y en a déjà un à Bougnay, un aéroport international. Et ça, ce n'est dit nulle part. Les journalistes ne le disent pas. Moi, je ne l'ai jamais entendu. Et le maire de Nantes, il ne le dit jamais non plus.
Il dit il faut doter Nantes d'un aéroport international. Bon, je crois qu'on est... Mais c'est le roi des menteurs. On est un certain nombre à être convaincus. Non, je laisse la parole parce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres oui, choses non, à dire. mais on va pouvoir y revenir. En tout cas, vous soulevez une question qui est la question de l'artificialisation des sols, au-delà des dégâts du transport aérien par ailleurs, qui est évidemment une vraie question. D'autres réactions? Deux réactions là. Voilà. Merci. Je suis convaincu qu'effectivement, on va dans le mur, il y aura plein de crises, il y en a déjà. J'ai quand même des choses que je ne comprends pas. Quelle société vous nous proposez? En fait, il y a une objection, c'est que nous sommes habitués à nos petites voitures, nous sommes habitués à tout ça, ok. On sent bien que si on continue, on va dans le mur, et en même temps, veut-on de l'autre société, d'une part. D'autre part, je reprends ce que vous avez dit, Monsieur Frimaud, aujourd'hui, on nous dit plein d'emplois, enfin, on commence à recréer des emplois avec 2% de croissance. Vous dites plus de croissance. Bien. Est-ce qu'il y a un modèle économique qui fonctionne sans croissance, voire avec une récession, parce que peut-être qu'on est parti trop loin? Je ne sais pas. Ensuite, imaginons que ce que vous nous proposiez soit une situation établie. Comment fait-on pour passer de la situation que nous avons, donc quelle transition pour aller de la situation actuelle à la situation finie que vous nous proposez? Comment fait-on? Économiquement et autres, enfin. Merci. Merci. Je disais à Alain, celui-là, je l'ai payé pour qu'il pose cette question, parce que c'est la fin de l'exposé que tu n'as pas pu faire. Bon. Merci, monsieur, pour votre question. Une autre question, parce qu'il faut aussi éventuellement qu'il y ait des questions qui ne sont pas celles que j'ai envie d'entendre, c'est les meilleures. Oui, moi, je voulais revenir sur le problème de l'alimentation en général. Par exemple, la France a obtenu l'exception culturelle au niveau de l'OMC, au niveau du commerce international, pour la culture. Dans le domaine des médicaments, on a des embryons d'évolution, puisque dans certains pays sous-développés, on peut vendre des médicaments avant la fin des licences sous forme de générique. Donc je voulais savoir si au niveau de l'OMC, est-ce qu'on pourra progresser vers une exception alimentaire, c'est-à-dire sortir l'alimentation de l'OMC? Disons que la France n'est pas le pays qui se bat le plus pour cet objectif pour l'instant. Excusez-moi. Ni la Bretagne. Il y a un monsieur là, qui lève la main. Là, J'ai une question. Là. En haut. Bonjour, tout d'abord. Pensez-vous vraiment qu'un modèle de développement économique, il existe un modèle de développement économique qui limite l'impact écologique et qui serait aussi applicable aux pays riches, pays pauvres et pays émergents, sachant qu'ils ne connaissent pas les mêmes besoins en développement vu que leur économie et leur population sont diversifiées? On va peut-être commencer par répondre à ce stock de questions. Je pense qu'il y en a une qui est quand même pour toi, Alain, si tu peux y répondre en 3 minutes. C'est donc la question de comment est-ce qu'on fait pour convaincre les gens d'accepter un changement radical quand même de leur mode de consommation, et comment on gère la transition sans provoquer un chômage de masse qui sera encore pire que celui qu'on connaît déjà aujourd'hui. Oui, c'est l'un des problèmes fondamentaux. Je suis tout à fait d'accord avec Hervé qu'il y a une oligarchie qui pilote le modèle qui est en crise, mais il n'aurait jamais pu s'établir et tenir aussi longtemps, et en plus le maintenir dans la crise, s'il n'y avait pas ce que Gramsci appelle un bloc social tout autour, c'est-à-dire qu'effectivement, les gens croient que c'est bien d'avoir des low cost, de pouvoir aller au Maroc pendant les vacances pour pas un rond parce que c'est subventionné par la municipalité où Ryanair ou EasyJet se sont installés, etc. etc. C'est très très difficile d'expliquer. On le voit dans les votes du Parti communiste au Sénat depuis, puisque c'est un des endroits où il peut bloquer, depuis chaque fois qu'on propose quelque chose qui rompe avec les habitudes, qui avaient été considérées comme des conquêtes sociales à l'époque du Fordisme, les forces classiques et qui ne dépendent pas de l'idéologie de Bernard-Henri Lévy votent contre.
Hein, sur les tarifs d'électricité, pas. Sur les tarifs d'électricité. Non, mais on peut multiplier les exemples. Hein. Sur le passage au bio dans les cantines. Le passage au bio dans les cantines implique un menu beaucoup plus végétarien, ne serait-ce pour que ça coûte moins cher, ne serait-ce que pour ça, indépendamment de tout ce que j'ai dit sur le fait que les vaches, ça prend de la place et ainsi de suite. Hein. Mais il faut toute une pédagogie. Je l'ai fait avec les cuistots d'EDF. Hein, ça leur expliquer que la nourriture d'autrefois, qui était basée sur protéines végétales avec un peu de viande autour comme condiment, était bien meilleure. Hein, c'est-à-dire ce qu'on considère maintenant comme les plats de qualité, et que c'est vers ça qu'il faut s'orienter. Alors on a tout un travail pédagogique pour changer de modèle. Le modèle fondé sur le productivisme, ça a été le compromis social capital-travail des années 50, 60, 70. Et beaucoup de gens considèrent dans les années 80, 90, 2000 que le remettre en cause, c'est retourner en arrière, socialement. C'est un problème, un très très gros problème. Donc, le productivisme est effectivement une classe dominante, une classe dirigeante qu'on peut appeler l'oligarchie politico-médiatico-financière, mais il a des classes d'appui. Il se repose sur des compromis qui ont été extrêmement positifs, hein, mais qui sont devenus pervers. Hein. Alors, deuxièmement, il y a le mensonge. Ça, je crois que c'est très important. Ne pas dire qu'il y a déjà un aéroport, c'est un mensonge, pur et simple. Mais c'est la même chose pour l'emploi. Quand on dit que passer de l'automobile individuelle au transport en commun va supprimer des emplois, c'est faux. La CES, la Confédération européenne des syndicats, a calculé, hein, pour faire 30% d'économie de gaz à effet de serre dans les transports, il faut en gros détruire à l'échelle de l'Union européenne 4,5 millions d'emplois dans les transports, dans la fabrication de voitures individuelles, mais en créer 8 millions dans les transports en commun. Donc c'est 3,5 millions d'emplois en plus. C'est normal, il faut conduire les tramways, il faut fabriquer leur site propre, etc. Donc il y a toute une... Ce n'est pas parce qu'on a un modèle moins prédateur sur la nature qu'il va forcément faire moins d'emplois. Ça, c'est un point extrêmement important. Toute l'histoire de l'humanité a été de substituer des intrants, comme on dit, hein, ou des facteurs capitaux ou du facteur nature, pour économiser du travail. Si on dit, ah ben non, on essaie de se faire plus léger sur la nature, un peu comme l'oiseau qui veut décoller pour être moins lourd, hein, ben, il faut mettre des ailes. C'est-à-dire que si on veut être moins pesant sur la Terre, ben, il faut plus de travail humain, qu'il soit intellectuel ou physique. Ce que j'ai dit sur isoler les logements, ça va demander beaucoup plus de travail que de faire des clapiers comme on en l'a fait. Et puis, dernier point, si on dit qu'on veut 30% de notre gain en énergie va se faire sous la forme de sobriété, ça veut dire qu'on va consommer moins. On va consommer moins. Ça veut dire que le bonheur brut va être mesuré beaucoup plus par le temps libre. Et je crois que la bataille qu'on a eue il y a 2 ans, hein, sur la retraite a été un des éléments de cette bataille. Je crois que, si je peux me permettre, on peut dire un mot sur le fait aussi qu'il y a beaucoup de biens qu'on pourrait continuer à consommer avec les mêmes usages, et dans un contexte où le poids sur les ressources serait beaucoup plus faible, si on luttait un peu contre l'obsolescence programmée des produits, etc., et en développant une économie plus de fonctionnalité. Pencher sur l'usage plutôt que la possession. Il y a quand même un dernier point, c'est que il y a un bon qui est encore plus difficile. Alors, il y a un bon pour dire, quand on explique aux gens, vous serez plus heureux quand on sera comme ça, bah, ouais, d'accord, mais enfin, il y a l'aspect un bon tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Mais cet aspect un bon tien vaut mieux que 2, tu l'auras, il joue aussi sur un autre problème qui concerne cette fois aussi les capitalistes, les oligarchies, c'est-à-dire, en gros, on a besoin de plus de coopération internationale. Beaucoup de gens nous disent, après Copenhague, c'est plus la peine de lutter contre l'effet de serre, puisque de toute façon, les Chinois et les Américains ne voudront pas. Donc il y a toute une pédagogie à faire pour dire, même s'ils ne le voudront que dans quelques années, on a intérêt à le faire tout de suite. Même si on arrivera à un accord pour sauver la planète que dans quelques années, les Chinois et les Américains ne voudront bien que, quand ils prendront leur 4e ou leur 5e typhon, qui aura après avoir rasé la Nouvelle-Orléans et New York, balayeront. Enfin, il faut que chacun en prenne une baffe pour que ça marche. Hein. C'est peut-être comme ça que les États-Unis apprendront. Les Chinois, ça sera pareil, hein, d'une certaine façon.
Mais même si c'est vrai, on a intérêt à partir tout de suite. Même chose, quand on dit on ne peut pas augmenter les salaires parce qu'il y a un problème de compétitivité, alors que tout le monde sait très bien qu'au contraire, il faudra augmenter les salaires pour pouvoir sortir de la crise, ben, il faut se mettre d'accord avec le pays d'à côté pour qu'il ne diminue pas ses salaires. Et ça veut dire qu'il faut des lois sociales à l'échelle européenne au moins, et non plus essayer de se mener la lutte pays par pays. Alors, ce deuxième volet, non pas contre les intérêts dominants de l'ancien monde, mais sur notre propre tendance à ne pas faire confiance dans les autres, c'est ça le plus difficile. Pour ça, quand on dit deal, c'est important, deal. C'est pas seulement qu'il soit green, c'est que c'est un accord. C'est OK, on fait tous ensemble, on va tous ensemble dans le même sens. Parce qu'on sait que si chacun tire de son côté, ça ne marchera pas. Alors je crois que c'est difficile, mais enfin le New Deal a montré que c'était possible. Un mot ? Oui, alors 3 sur l'artificialisation des terres, sur la croissance et le chômage, et sur l'international. En fait, il y en aura un 4e, mais déjà 3 mots au lieu d'un. Mais les choses sont reliées très largement. Artificialisation des terres, il y a un enjeu non seulement de production agricole dans l'avenir, par rapport à une situation alimentaire mondiale qu'on sent de plus en plus ténue, et même aussi en France, mais aussi un aspect qui est très généralement oublié, qui est la question de l'emploi. C'est-à-dire, et là le temps un petit peu me manque pour développer cette idée provocante, mais à l'inverse du paradigme classique de la révolution industrielle qui s'associe à une augmentation de la productivité agricole, qui libère de la main-d'œuvre agricole, qui va travailler en ville comme prolétariat pour développer, et on arrive au compromis fordiste qu'a décrit Alain tout à l'heure, ça n'est pas une loi de la nature qui s'imposerait comme quelque chose d'inévitable. Autrement dit, et pas seulement dans les pays du Sud, mais bien dans les pays du Nord, il y a un enjeu de création de travail agricole absolument essentiel, et qui est bonne et pour des raisons écologiques, et pour de changements de système de production agricole dans la perspective que vous avez évoquée, mais aussi pour fournir de l'emploi. C'est-à-dire que vous lisez encore des textes où on vous dit « Ah, il y a encore 400 000 exploitations agricoles en France, l'avenir et le progrès, ça sera quand dans 15 ans, il n'y en aura plus que 200 000. » Eh bien non, il faut dire l'inverse. Et c'est en subliminal un des enjeux de la bataille que nous avons évoquée déjà plusieurs fois, c'est que, y compris dans des pays comme la France, et comme l'Italie, et comme l'Espagne, il y a une potentialité de création d'emplois agricoles absolument essentielle. Bon. Donc déjà, il y a, par exemple, 2% de chômage. Et là, je fais à la louche, en fait, c'est pas très sérieux, mais on peut... Bon, premier point. Deuxième aspect, le lien croissance et emploi. En fait, ça ne fonctionne plus. C'est-à-dire que la croissance ne crée plus d'emplois. Ou alors, il faudrait avoir des croissances de 6 ou 5 ou 7% pour vraiment arriver à faire diminuer significativement le chômage. Or, on sait qu'on n'aura plus jamais, parce qu'on est en saturation et qu'on n'a plus besoin de se développer, des taux de croissance de 5%, et même on n'aura plus des taux de croissance de 2%, et même plus de peut-être 1%, et voilà. Et puis, de toute façon, on va changer de ce concept de croissance, on va abandonner cette histoire de PIB pour passer à autre chose. Mais quand même, un point là-dessus, c'est que la croissance, elle est toujours raisonnée comme associée à la productivité. Et la productivité, Alain vous l'a dit, en fait, la productivité, elle se résout seulement à la productivité du travail en oubliant tous les autres aspects qui sont impliqués dans la mise en œuvre du processus productif, l'impact sur l'environnement, la gratuité des ressources qu'on consomme. Voilà. Sans Donc, penser si on change la logique économique et que l'on dit, attendez, on ne va pas seulement compter la productivité du travail, mais on va aussi compter la productivité énergétique. Combien d'énergie on consomme pour telle production ou pour telle consommation. Et on va aussi compter la productivité écologique. Alors là, il y a un travail théorique et biomasse, etc. Ça change totalement la donne. Et après, on en revient... Si on intègre vraiment la comptabilité environnementale, pour faire simple, et énergétique,
on en revient à ce qu'a évoqué Alain, et avec lequel je suis tout à fait d'accord, c'est qu'on va découvrir qu'une politique écologique va générer de l'emploi. Deuxième point. Donc voilà un peu. Et puis, troisième point, très rapidement, sur, vous avez évoqué développement dans le nord, développement dans le sud. On est bien d'accord, et c'est pour ça que tout à l'heure, je dis, je limite mon propos aux pays du Nord. Mais il y a un aspect, et c'est là que le mot modèle redevient important, et pas dans le sens où il est employé usuellement, mais dans le sens de la rivalité ostentatoire, de l'idée que les modèles culturels sont extrêmement importants parce qu'ils diffusent une façon de consommer, et donc d'agir sur l'environnement, et donc de participer à la crise écologique. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est les pays du Nord, très largement, qui projettent un modèle de surconsommation, et qui, maintenant que nous sommes en mondialisation, et d'une certaine manière, ça, c'est une bonne chose, qu'on ait des cultures communes, et ben, les Chinois, les Brésiliens, les Argentins, les Burkinabés et les Philippins disent pourquoi est-ce qu'on vivrait moins bien que M. Kempf, que M. Lipietz, que Mme Martin, qui est dans la salle, avec cette très belle salle, etc., avec la voiture, etc. Donc, l'enjeu fondamental pour changer le modèle de développement, le type de politique économique dans des pays du Sud qui, du point de vue écologique, nous sommes maintenant tout à fait dans la même galère. C'est bien qu'on donne le bon exemple, c'est ce que disait Alain. Mais moi, je ne parle pas d'exemple, c'est qu'il faut être plus radical. Il faut que nous nous organisions pour réduire notre consommation matérielle et notre consommation d'énergie, à la fois pour prévenir l'aggravation de la crise écologique, pour rentrer dans des logiques de biens collectifs, d'emploi, d'agriculture, de ce qu'on a évoqué, qui crée de l'emploi, et qui aussi aura l'effet extrêmement important, c'est que si nous, on manifeste pays riches, et nous sommes encore riches malgré les difficultés très grandes, et en particulier sur les 15% de pauvres que tu as évoqués, qui sont totalement abandonnés par le régime oligarchique, par le capitalisme à l'heure actuelle, si on change ce paradigme, croyez-moi, ça aura un effet auprès des autres pays, qui d'ailleurs, eux aussi, se posent le même genre de questions, et sur le plan de l'écologie, et sur le plan des inégalités très grandes qui viennent, parce que le système oligarchique, il ne fonctionne pas seulement en France, aux États-Unis, en Allemagne, à la Commission européenne, mais il fonctionne aussi en Chine, au Brésil et ailleurs. Et il y a là-bas aussi des mouvements populaires qui se posent les mêmes genres de questions. Et par exemple, la question paysanne, il y a aussi un enjeu fondamental et très important d'emploi dans les pays du Sud. Et là, c'est le genre de choses où on peut trouver des vraies compréhensions mutuelles. Merci. Je pense qu'on va juste prendre encore une ou deux questions, parce que je sens qu'il y a sans doute un peu de frustration de votre côté, même si on doit terminer d'ici une dizaine de minutes. Donc, s'il y a encore une ou deux questions. Oui. Oui, allez-y. Oui, bonjour. Donc, effectivement, sont exposées aujourd'hui des idées, des volontés, mais qui sont, hélas, peut-être confrontées à une réalité. Et donc, j'aurais une question très, très pragmatique à poser. Aujourd'hui, lorsque l'on parle de raréfaction des matières premières, on pense tout d'abord énergie fossile, hydrocarbures, et puis après, il y a le reste. Or, il y a aussi la déplétion des métaux, qui suivent de près d'ailleurs la déplétion des énergies fossiles. Quelques mots. Lorsque vous faites appel à une industrie ordinaire, par exemple la construction d'une chaufferie thermique, donc qui fonctionne au fioul, vous faites appel à des métaux qui sont relativement courants dans l'écorce terrestre. Le fer, l'aluminium, etc. Donc là-dessus, pas trop de problèmes en termes de disponibilité. Par contre, lorsque vous abordez la question de la technologie verte, c'est-à-dire l'industrie verte, nécessairement, on fait appel à des métaux extrêmement rares, ou très rares, ou alors des aciers alliés extrêmement complexes, à ce point complexes qu'on ne peut pas les recycler. Donc, je prends quelques exemples et puis je pose ma question. Par exemple, le platine pour la pile à combustible, pour l'hydrogène, extrêmement rare. Le lithium pour les batteries, de même. Les terres rares pour les éoliennes, pour augmenter les champs magnétiques, extrêmement rares. Les aciers alliés pour faire en sorte que les voitures soient moins lourdes, donc consomment moins, extrêmement complexe et aussi très difficile à recycler. Donc tout cela pour dire que envisager un développement à grande échelle de la technologie verte, cela est absolument impensable. Donc pensez-vous que aujourd'hui, pourtant l'accent est mis sur ces technologies vertes, soit vraiment approprié pour répondre aux défis écologiques? Oui, madame.
Monsieur Hervé-Cam vous dit souvent nous, c'est qui nous? Enfin, j'aimerais savoir, est-ce que vous faites appel à un comportement citoyen par rapport aux problèmes que vous soulevez? Moi, je m'étonne un peu qu'après les débats ou des échanges qu'on peut avoir, moi, je pense que vous devriez tous partir dans les écoles, faire justement, offrir ce genre de débat dans les lycées, dans les écoles. Peut-être qu'on attend des choses de vous. On attend, en plus qu'on est assez perturbé en tant que citoyen, on entend tout et l'inverse de tout. Le CO2, c'est bien, le CO2, ce n'est pas bien. On est complètement, faut le dire. Donc moi, peut-être que là, la marche en avance et on attend que les intellectuels, les chercheurs, les enseignants viennent dans les écoles et viennent un peu, peut-être, proposer des débats que d'autres personnes n'osent pas mener. Hein, moi, je suis dans une école, je citerai seulement cette phrase que j'entends à longueur de temps, trouver la synergie entre la recherche et la formation. Alors, donnez-moi votre définition sur cette phrase, quand vous entendez ça. Dans une école, il y a de la recherche et de la formation. Quand on dit une synergie, c'est quoi? Vous allez partir, vous allez nous laisser, là, et voilà, vous allez disparaître, et... il y a peut-être qu'il faut aller... Non, mais peut-être que c'est à vous maintenant de vous déplacer, d'aller voilà, dans les lycées. En fait, on a peut-être une perte de foi et on s'indigne plus. De toute façon, on s'indigne peut-être pas dans notre quotidien. Déjà, commencer par le quotidien. Bon, là, il y a l'aéroport, d'accord. Il faut des scoops, il faut des choses comme ça. On n'a pas de syndicat. Le syndicat n'existe pratiquement pas vraiment. Enfin, il essaie de faire ce qu'il peut dans certaines, peut-être, je ne veux pas parler généralisé, mais alors, avec qui on confronte ces choses-là qui ne sont pas simples. Oui. Non, Madame, vous avez tout à fait raison d'exprimer cette demande. Je me permettrai simplement de dire, pour nous excuser, que vous l'adressez à des gens qui sont justement parmi ceux qui sont plutôt les premiers à essayer de faire ce que vous demandez, mais c'est vrai qu'on le dira aux autres. Monsieur. Bon, Hervé Kempf a parlé 3 fois de changer de paradigme. Or, cela fait 40 ans que l'OCDE a décidé qu'il fallait taxer la pollution. Alors, faire cela, en soi, c'est trouver un modèle de développement de la crise écologique. Alors, il faudrait peut-être réfléchir à la notion de PIB et remplacer cela en intégrant la notion d'externalité dans les prix de revient, comptabiliser la pollution en quelque sorte, et ça aura des influences à la fois sur la macroéconomie et sur la microéconomie, des développements vers la comptabilité nationale et vers la comptabilité des entreprises, et de là arriver à fabriquer une comptabilité environnementale débouchant sur une fiscalité environnementale. Tout ça, ça permettrait un effort collectif. Ça nécessitera une pédagogie qui se déroulera sur plusieurs années, mais c'est probablement la condition pour susciter un élan populaire vers quelque chose de positif. En tout cas, disons que vous posez des questions qui sont au centre des interrogations qu'on a sur les outils qui permettraient d'atteindre les objectifs qu'on a définis. Si vous voulez bien maintenant, juste 2 minutes chacun pour conclure. Oui, Hervé, répondre et conclure. Je demanderai à Thierry de nous rejoindre aussitôt pour dire 1 ou 2 petits mots avec Astrid. Sur la question des énergies nouvelles, vous avez tout à fait raison. Mais là, en 2 minutes, ça va être court, surtout que je voulais garder 1 minute pour évoquer la question du PIB et peut-être 15 secondes pour parler de la deuxième question. Mais en 2 mots, vous avez raison. Un enjeu, et ça soulève 2 questions qui renvoient à nouveau du changement de paradigme qu'on évoque. C'est qu'il parle toujours d'énergie nouvelle, je dis « il », c'est un générique, mais bon, et on oublie quasiment toujours de parler de baisse de la consommation d'énergie. Alors, il y a une espèce de mot orwellien, enfin j'exagère un petit peu, mais qui s'instaure, efficacité énergétique. Pourquoi ? Parce que dans le langage de communication, si on répétait de manière claire économie d'énergie, ça serait un problème, parce que ça signifierait qu'il faut faire des économies. Et donc, dans une économie, un système qui est organisé autour de la croissance du PIB, c'est absolument inenvisageable. Donc, je dirais que ça, c'est le premier enjeu, c'est d'arriver à faire vraiment mettre en avant une politique d'économie d'énergie, un impératif d'économie d'énergie, ce qui déjà soulagera toute la question.
Et c'est dans ce cadre-là que les énergies nouvelles prendront une autre dimension. Je passe sur le côté capitalisme vert, etc. Mais ce que vous avez dit me fait penser très rapidement à une autre chose. Et donc, on lance juste là des pistes. Et puis, ça sera la prochaine fois à l'école, quand on reviendra, puisqu'on va maintenant revenir avec Alain 4 fois. Non, je me moque. Il y a une question qui est l'appropriation de la technologie. Changer aussi le système technologique, c'est-à-dire qu'on a perdu une critique, on a perdu l'habitude, je suis fatigué, pardon, mais on critiquait beaucoup la technologie dans les années 70-80 et c'est quelque chose qui s'est perdu. Et il faut revenir à cette critique de la technologie, notamment des concepts anciens de technologie appropriée, de technologie simple, qui demandent un savoir-faire et une intelligence très forte, mais qui, par exemple, se dirait, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une éolienne ou je ne sais pas, avec des matériaux qui précisément éviteraient cela. Et donc là, il y a des logiques technologiques, de systèmes technologiques. Mais là, bon, je pose juste le mot et l'idée. Quand même, quelque chose sur le PIB. Vous avez raison de dire qu'en fait, mais pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas changer de PIB? Parce que depuis le temps qu'on travaille, il y a même maintenant un groupe Beyond Growth à l'OCDE, à la Commission européenne, il y a eu la commission Stiglitz, voilà. Bon. On saurait changer d'indicateur, il faut arrêter de tourner autour du pot. Ça fait 40 ans que ça a été lancé, même par quelqu'un comme Alfred Sauvy, qui était Bon, qu'est-ce qui fait que ça ne change pas? C'est qu'ils ont besoin de la croissance. Pourquoi ils sont obsédés à ce point, 2% de croissance, etc. C'est que si on avait moins 1% de croissance, du coup, la dette relative devient plus importante. Regardez ce qui se passe avec la Grèce. On a beau leur faire tous les plans d'austérité qu'ils veulent, comme le PIB diminue dans le système, ils ont maintenant le PIB, le rapport dette à PIB qui est passé de 120 à 195. Donc on est dans le délire le plus total. C'est évidemment délirant, mais il s'agit de sauver la mise aux banques. Et donc la question du PIB n'est plus maintenant une question... Je parle un petit peu radicalement, surtout que je n'ai plus maintenant que 4 secondes et demie, mais, donc je ne peux pas trop détailler, mais il n'y a plus de problème intellectuel, universitaire, académique, économétrique pour changer d'indicateur, pour sortir du PIB. C'est un problème politique, et c'est toute la construction politique est faite qu'on ne remette pas en cause le PIB, parce qu'il faut accepter, continuer ce système de dette qui nourrit les marchés financiers. Et en revanche, la critique de la dette, c'est ça maintenant, qui est, sur le plan strictement économique, me semble-t-il, le point d'entrée qui nous permettra... voilà, j'arrête. Oui, sur cette histoire d'économie verte qui se heurterait à la rareté des métaux. Alors, on est quand même obligé de mettre les pieds dans le plat. Il y a un discours productiviste, il y a un projet productiviste pour sortir de la crise écologique. C'est-à-dire que sur la base du constat que ce qu'on a fait depuis pratiquement depuis la Deuxième Guerre mondiale est rentré dans le mur, c'est même pas on va rentrer dans le mur, on est rentré dans le mur. Il y a des gens qui arrivent en disant eh ben on va prendre des techniques encore plus lourdes et encore plus compliquées pour en sortir. C'est pas ça qui nous sort de la crise. Et prenons l'exemple caractéristique du lithium, puisqu'il y a eu une étude américaine montrant qu'on peut effectivement sortir du nucléaire et du pétrole, mais on va se heurter au mur du lithium, et on va devenir totalement dépendant de la Bolivie. Ben non, il y a 36 autres façons de stocker l'énergie, ne serait-ce que le recours au bon vieux gaz. Garder le gaz qu'on produit en été, l'énergie qu'on produit en été pour l'utiliser en hiver sous forme de gaz. Alors effectivement, c'est peut-être pas très joli, il faudra trouver des bons architectes pour revenir au vieux gazomètre, mais c'est une forme de conservation de l'énergie dans le temps bien supérieure et bien plus simple que le lithium. Mais je pense qu'il faut vraiment, et c'est en ça que le mot modèle, je pense que quand Alternative économique l'emploie, c'est pour souligner le fait qu'il y a une cohérence. Ce n'est pas une juxtaposition de trucs et de mutation de telle ou telle technique industrielle particulière. Sortir de la crise écologique, c'est avoir un point de vue écologique sur la façon de travailler plus qualifiée, sur les buts du travail plus solidaires, sur l'organisation du travail l'orientation des investissements plutôt pour économiser le travail à faire
et la quantité de matière consommée, sur les modes de régulation qui vont être beaucoup plus publics, sur la configuration internationale qui devra demander beaucoup plus de coopération que de rivalité, tout ça, ça forme une certaine cohérence, et je pense que c'est ce que vous voulez appeler modèle, mais d'un modèle de sortie de crise ne peut pas être fondé sur on va faire des trucs de plus en plus compliqués, de plus en plus chers, de plus en plus hors de portée de la population, avec des métaux de plus en plus rares. Non, ça c'est vraiment la fuite en avant, et c'est le contraire d'une certaine façon de ce que moi j'appellerais économie verte. Alors c'est ça qui pose sur la question du nous. Je n'ai pas tout à fait la même impression que madame. Hein. Alors d'abord parce que je me déplace beaucoup, justement, mais moi ce qui me frappe, c'est que la transition verte a déjà commencé par un engagement réel des gens pour commencer à manger différemment, pour commencer à se déplacer différemment, et qui se répercute déjà sur les exigences formulées vis-à-vis des municipalités, qui se répercute déjà sur les municipalités elles-mêmes, qui commencent à demander à des experts « mais comment est-ce qu'on peut faire pour produire localement du bio qu'on va mettre dans nos cantines, etc. etc. » Tout ça, c'est plutôt moi je le ressens plutôt comme une transition englobant énormément de monde, créant ses propres intellectuels locaux, même s'il s'appuie sur tout un réseau par Internet, etc. On est un peu, si vous voulez, comme un peu à la veille de la Révolution française, où il y a une espèce d'encyclopédisme vert qui se diffuse spontanément et qui s'apprête à changer le monde. Ah, ben voilà. On va donc... Sur cette belle parole optimiste, je vais donc céder la parole aux organisateurs de cette manifestation pour qu'ils en tirent les conclusions. On ne va pas être très long parce que vous êtes fatigués, comme nous probablement. On a beaucoup travaillé. C'est un effort, un plaisir, mais aussi un effort de se concentrer pour vous écouter. Je voulais d'abord remercier le public qui était là nombreux pendant 2 jours, nombreux et diversifiés. Et diversifiés, vous savez, on fait beaucoup de conférences, on se déplace beaucoup toute l'année, comme vous l'avez rappelé. Et rarement on voit un public aussi diversifié qu'ici. Hier, il y avait beaucoup de lycéens. C'était grâce à l'APSES, grâce aux professeurs de sciences économiques et sociales. Il y avait aussi des étudiants, il y avait toutes sortes de gens, et c'était un très grand plaisir. Juste un mot pour vous dire ce qui nous lie et ce qui va continuer à nous lier. C'est l'idée que les questions économiques ne sont pas la propriété exclusive des économistes et des laboratoires. Elles ont leur place dans le débat public, dans les journaux. Nous, c'est notre conviction, c'est la conviction, je crois, de l'APSES et des champs libres aussi, mais aussi lors de ce genre de rencontres où on se donne le temps de se parler, de s'écouter, de se questionner. Et voilà, donc c'était en tout cas pour nous, et j'espère pour vous aussi, une formidable expérience. Et si on peut la rééditer, ce sera avec un immense plaisir. Merci à vous. Bien, moi aussi, au nom de l'Association des professeurs de sciences économiques et sociales, je voulais remercier d'abord les Champs Libres pour la qualité de l'organisation qui a été vraiment impeccable pendant ces 2 jours, pour la qualité Alternative économique, pour la qualité des intervenants qu'il nous a amenés à rencontrer, mais aussi, moi j'insiste sur la qualité du public, parce que c'est vrai qu'on a été assez estomaqué, enfin moi personnellement, tout à l'heure il y avait une conférence par exemple sur la finance, je me suis dit oulala, ça va partir dans des choses très difficiles à maîtriser. Il y a eu une qualité de réaction, de questions ultérieures qui m'ont vraiment prouvé qu'on a là un pari très important qu'on a réussi à gagner, je pense, pour ces 2 jours en tout cas, c'est-à-dire jouer notre rôle citoyen qui est de mettre à la portée d'un public intéressé, motivé, et qui est nombreux, mettre à la portée de nos élèves qui sont dans les classes de sciences économiques et sociales et que leurs enseignants ont réussi à mobiliser pendant ces 2 jours, des thématiques qui d'abord sont liées à ce qu'ils ont à apprendre en fait, mais aussi qui sont liées à leur métier de citoyen, si je peux m'exprimer comme ça. Alors je remercie vraiment tout le monde pour cela. Un mot avant de vous libérer.
Nous, les Champs Libres, grâce à nos partenaires, Alternatives économiques, l'APSES, nous avons été, dans le cadre de ce forum, complètement dans notre rôle, c'est-à-dire vous offrir un lieu de réflexion, vous donner quelques éléments pour que vous repartiez chez vous et continuiez à réfléchir à des questions qui sont essentielles pour nous tous. Nous l'avons fait grâce à la venue de nos invités, je les remercie, et de nos animateurs, puisqu'animer des débats, ça n'est pas facile. Les animateurs étaient les membres d'Alternatives économiques, mais aussi les enseignants de l'APSES. Au Champs Libres, nous travaillons avec l'APSES depuis 6 ans et demi, depuis la création des Champs Libres. C'est une richesse extraordinaire, puisque pour nous, les lycéens sont bien évidemment les citoyens de demain, et c'est très important. Et puis, faire en sorte que les lycéens et les adultes se retrouvent dans des salles comme celle-ci pour réfléchir ensemble, c'est essentiel. Nous continuons, d'ailleurs, nous allons continuer à travailler avec l'APSES, avec Alternatives économiques, et ça continue par exemple en janvier. Nous vous donnons un rendez-vous en janvier et nous réfléchirons à la compétitivité. Voilà, je vous remercie très chaleureusement.